Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour faire un tour d'horizon de l'actualité en principauté. Voici le sommaire de votre journal. Après 13 ans d'absence, Casse-Noisette revient à Monaco, mais c'est un ballet entièrement revu qui sera présenté au Grimadi Forum pour les fêtes de fin d'année. Nous vous emmènerons à la découverte du nouveau quartier branché de la principauté, l'îlot Régnier 3. Dernièrement, c'est le géant Starbucks qui a choisi de s'y installer. Les fêtes de fin d'année, une période généralement peu propice aux économies d'énergie. Pourtant, les initiatives éco-responsables se multiplient. C'était le sujet de la dernière conférence des Jeux d'hiver. Il fait partie de ces artistes que l'on ne se lasse pas d'écouter. Un nouvel hommage musical a été rendu à Léo Ferré. Le monde entier lui rend hommage cette semaine au Soccer City Stadium de Soweto. Les cérémonies d'adieu à Nelson Mandela ont débuté ce mardi. La mort de l'ancien président d'Afrique du Sud, héros de la lutte anti-apartheid, a suscité une émotion internationale et unanime. À Monaco, les drapeaux ont été mis en berne. La princesse Charlène était à Johannesburg pour assister à la première partie de ces célébrations. Le prince Albert II se rendra quant à lui en fin de semaine en Afrique du Sud pour assister aux funérailles. Au total, une centaine de chefs d'État et de gouvernement seront sur place pour dire un dernier adieu au père de la nation arc-en-ciel. Après l'Afrique du Sud, prenons la direction des États-Unis. Maggie Macario-Doll, récemment nommée ambassadeur de la principauté aux USA, a remis ses lettres de créance au président américain Barack Obama. La cérémonie s'est déroulée le 3 décembre dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Un mot de sport à présent, Venturi participera au premier championnat du monde de Formule 1 électrique. Le constructeur monégasque a décidé de s'associer avec la star hollywoodienne Leonardo DiCaprio pour créer une écurie de Formule 1. Je vous propose d'écouter Gildo Palanca-Pastor, le président de Venturi. Il est au micro de Frédéric Elion. C'est une prise de contact qui a débuté au mois de mai de cette année. Donc une rencontre qui a amené à la création de ce championnat avec une vision très claire, celle d'y aller pour gagner. Un objectif, celui de développer des nouvelles technologies dans le domaine de la propulsion électrique et de manière plus générale dans le domaine des véhicules, on va dire des véhicules propres. Voilà, la compétition, c'est quelque chose qui est dans Venturi depuis plusieurs années. Les véhicules de record, notamment, nous laissaient entrevoir à un moment donné d'aller sur des pistes pour faire des courses. Donc ce championnat concrétise cette envie et le fait de travailler avec main dans la main avec Leonardo DiCaprio nous donne une visibilité, une importance toute particulière. On en est tout à fait conscient. On travaille très fort pour arriver à être présent septembre prochain en Chine à la première course et avec toute une équipe, avec des pilotes et avec en tout cas dès à présent une très forte détermination. On a beaucoup de chance à Monaco parce qu'il y a déjà beaucoup de pilotes. Il y a des pilotes monégasques, il y a des jeunes pilotes, il y a des pilotes très expérimentés. On a déjà rencontré un certain nombre de pilotes. Il y en a encore beaucoup d'autres à rencontrer. C'est un championnat qui va être très très délicat, des véhicules qui vont être très très délicats à piloter. D'une part parce qu'on n'a aucune idée aujourd'hui, puisque les voitures ne roulent pas encore, de savoir quels vont être véritablement le niveau de difficulté de ces véhicules, de la stratégie qu'il faudra avoir en tant que pilote et en tant qu'écurie pour arriver à bien gérer la batterie, bien gérer les ressources énergétiques. Voilà, donc on se focalise aujourd'hui sur des pilotes d'expérience. Les circuits vont être en ville, bien souvent, malheureusement pas comme à Monaco avec un asphalte parfait, mais dans des villes où des camions passent en permanence, donc des revêtements altérés, une voiture qui va avoir très peu d'appui aérodynamique. Donc ça va être une démarche pour le pilote très très délicate. Donc pilote expérimenté, beaucoup d'intelligence. Voilà, donc c'est un choix qui va prendre du temps, c'est un choix qui est très difficile, très délicat. Je me laisse encore 1 mois et demi à 2 mois pour choisir et partager ce choix avec mes différents actionnaires. Donc c'est un moment en tout cas de très 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 délicat mais très excitant. Lors de sa première représentation en 1892, personne ne pensait que Casse-Noisette connaîtrait un tel succès plus d'un siècle et demi plus tard. Le célèbre ballet de Tchaïkovski suscite toujours autant d'enthousiasme auprès du public. Le directeur des ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot, a d'ailleurs décidé de revisiter ce spectacle pour les fêtes de fin d'année. José Sacré vous emmène dans les coulisses des répétitions.
Fin septembre dernier, lors de notre premier reportage sur la prochaine création de Jean-Christophe Maillot, Casse-Noisette Compagnie, qui sera présentée au Grimaldi Forum du 26 décembre 2013 au 5 janvier 2014, le chorégraphe terminait les 10 premières minutes de sa nouvelle pièce. Début décembre, alors que la compagnie a effectué plusieurs tournées à Moscou, en Chine, que Jean-Christophe Maillot a créé Switch pour Diana Vishneva, Bernie Skopiters et Gaëtan Morlotti à Moscou et en Californie, nous retrouvons le maître et ses 45 artistes, danseuses et danseurs à l'atelier des ballets au moment où ils abordaient la deuxième partie de Casse-Noisette Compagnie. Le propre du ballet Casse-Noisette, dans le deuxième acte, c'est qu'on part dans ce royaume des confitures, ce royaume des sucreries, où on découvre ces divertissements que sont en général la danse chinoise, la danse espagnole, la danse italienne, qui sont des prétextes finalement à des petites scénettes de divertissement. Bon. Donc là, je me suis dit que finalement, nous, on allait faire des scénettes de divertissement qui allaient être en fait un rappel des ballets qui ont marqué ce qu'on a fait depuis quelques années autour de mon travail. Donc, Balanchine pour commencer, puis ensuite Cendrillon, et puis ensuite Roméo, et puis ensuite La Belle, et puis ensuite Le Songe, pour finir aussi avec Paysage, tout en l'intégrant dans une dramaturgie avec Jean Rouault qui me permet de rendre tout ça cohérent, que ça ne soit pas une espèce de pastiche ou une espèce de fourre-tout où on verrait un peu tout et n'importe quoi, mais qu'il y ait aussi cette cohérence dans l'histoire qui est la nôtre. À cette séance de travail sont présents deux collaborateurs artistiques importants de cette nouvelle production. L'écrivain Jean Rouault, conseiller à la dramaturgie, qui a souvent travaillé avec Jean-Christophe Maillot, et le scénographe Alain Nagarde. Ça a commencé quand Jean-Christophe, je me suis retrouvé avec Jean-Christophe dans le bureau et Philippe Guillotel. Et je crois que Jean était là d'ailleurs. Et il m'a dit on va faire Casse-Noisette mais corpus. Et ce mot-là a déclenché tout de suite chez moi l'idée du studio de danse. Je savais qu'il y avait eu un cirque avant. Donc il fallait trouver une matière à travailler comme ça, avec la distance, de remettre la danse à l'intérieur même de son outil, et comment on pouvait sortir de la fiction tout en l'amenant, etc. Donc je pensais que ça me paraissait très, très évident de faire un grand studio de danse des années 60, 70, donc l'époque de la naissance de Jean-Christophe, qui pouvait accueillir tout ça, et puis qu'à l'intérieur duquel on pouvait creuser une fiction. C'est un work in progress, c'est-à-dire que je viens régulièrement, à chaque fois je vois les scènes qui ont été répétées, on en discute avec Jean-Christophe, on modifie, on déplace parfois, comme ce matin, des pièces à l'intérieur de la pièce, et des morceaux qui vont se retrouver, qui étaient devant, qui vont se retrouver plus tard, etc. Et c'est un ajustement progressif, une réflexion aussi, parce qu'évidemment il y a toujours un nouveau questionnement qui arrive. Et puis il y a un moment, c'est calé, quoi. Un moment ça ne bouge plus, ça tient. C'est l'heure de la pause pour les danseurs. Jean-Christophe Maillot, lui, ne quitte pas tout de suite la scène des ateliers des ballets de Monte-Carlo. Il travaille encore et toujours. Action Innocence organisait sa traditionnelle soirée de Noël à la Salle Empire de l'Hôtel de Paris. Au programme, un bal et une vente aux enchères auxquelles ont assisté de nombreuses personnalités du showbiz. On y déguste des cafés aux multiples arômes issus d'une agriculture responsable. Le premier salon Starbucks a ouvert ses portes en principauté dans un quartier en plein essor. Je vous propose une visite guidée de l'îlot Régnier 3, un secteur, vous allez le voir, de plus en plus attractif.
C'est un quartier en pleine effervescence qui, depuis quelques mois, offre un nouveau visage. L'île aux Régniers 3 accueille un lycée flambant neuf, de nouvelles boutiques ou encore une école de danse. Tout récemment, c'est une enseigne internationale qui s'est implantée dans le secteur. Le salon Starbucks, inauguré en présence de la princesse Charlène, jouit d'un emplacement idéal dans les jardins d'Apolline et compte bien jouer un rôle à part dans cet espace en plein développement. Starbucks est une marque internationale qui représente plus de 60 pays en adéquation avec l'image cosmopolite de Monaco. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'ouvrir une enseigne ici en Principauté. Nous sommes implantés dans un quartier très bien situé, proche de la gare et d'un lycée, près du cœur de la ville. Nous souhaitons réellement nous investir dans la vie locale et favoriser le lien social dans ce quartier. C'est un peu notre philosophie. Starbucks est un lieu de rencontre, un endroit où l'on échange, où l'on discute autour d'un bon café et où l'on se relaxe aussi. Véritable lieu de vie, le premier café Starbucks de la Principauté participe pleinement au dynamisme du quartier. Il trouve déjà un large écho auprès des monégasques et des touristes qui se pressent à l'entrée. Les riverains sont eux ravis de l'animation et de la modernisation du site. L'intérieur, je l'ai trouvé vraiment très beau par rapport à d'autres Starbucks, puisque j'en ai connu des tas aux États-Unis, en Angleterre, à Paris, etc., comme tout le monde d'ailleurs. Voilà, donc ça, j'ai trouvé que c'était une excellente évolution. J'aime beaucoup la Funhouse aussi, parce que c'est un lieu de vie avec des enfants. Je trouve ça très chaleureux, très bien. Concernant les magasins, c'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion d'y entrer ou d'acheter quelque chose. Mais dans l'ensemble, au niveau de la vie, oui, j'ai trouvé que c'était très jeune et j'aime beaucoup vivre au milieu des jeunes. Donc j'ai trouvé ça très agréable. On aime bien voir de nouveaux magasins qu'il n'y avait pas ou qu'on pouvait voir dans d'autres villes. Et le Starbucks en particulier, ça nous fait bien plaisir, ça nous fait penser à l'Amérique. Je pense que c'est vraiment une bonne idée parce qu'en plus il est au centre de Monaco, c'est près de tout. Enfin nous on a le lycée juste à côté. Et puis il va y avoir de nouveaux magasins, de nouveaux aménagements, même des nouvelles activités. Donc ça va être bénéfique pour tout le monde, je pense. Ça fait beaucoup plus d'espace déjà aussi comparé au... Ça fait moderne. Outre les commerces, 237 logements domaniaux ont vu le jour sur le site des Jardins d'Apolline. D'ici quelques mois, d'autres aménagements viendront encore renforcer l'attractivité de ce quartier. Les Jeux d'hiver, ce cycle de conférences qui met à l'honneur les initiatives liées à l'environnement, a consacré son 29e rendez-vous aux fêtes de fin d'année. Quels sont les gestes éco-responsables à adopter pour Noël? Réponse avec Vanessa Dessy. Noël 2013 s'annonce éco-responsable. La magie des traditionnelles illuminations de fin d'année ne saurait éviter la question des conséquences énergétiques. En effet, les illuminations sont source d'une consommation significative d'électricité. Depuis quelques années, la Principauté a pris l'initiative de remplacer les ampoules à incandescence par des ampoules basse consommation. Le conseil communal, depuis plusieurs années, a le souci de l'économie d'énergie. Donc depuis 2011, nous avons passé toutes nos illuminations équipées d'ampoules basse consommation, ce qui représente approximativement une économie d'énergie de près de 75%. Nous sommes vraiment extrêmement soucieux, je vous le disais depuis longtemps, de travailler dans ce sens. Et au-delà des effets au premier degré que nous venons d'évoquer, de la même manière en termes d'énergie, en termes de consommation de produits de matières premières. Par exemple, nous sommes en concertation permanente avec le gouvernement pour mutualiser les acheminements de courant, en particulier de câbles, de câblage électrique, de câblage en cuivre. Donc depuis plusieurs années maintenant, tous les candélabres qui sont remplacés en Principauté sont équipés de trappes d'accès afin de nous faciliter les branchements et bien entendu d'économiser énormément de matières premières. C'est lors du 28e rendez-vous des Jeux d'hiver que la question de la surconsommation lors des fêtes de fin d'année a été abordée. Achat de sapins, décoration, repas festifs, la notion du gaspillage est plus que jamais d'actualité. Les solutions, moi, à mon avis, il y en a dans tous les domaines.
Évidemment, quand on parle de fête, on parle d'illumination, on parle de fêtes à titre individuel ou collectif, enfin disons, ou de repas, plus ou moins. Là, les gens ne pensent pas trop à économiser. Au contraire, c'est le moment où, a priori, c'est le moment ou jamais de faire des dépenses quelquefois un peu inconsidérées. Je pense que c'est pas parce qu'on dépense beaucoup d'argent qu'il faut forcément gaspiller et puis on peut dépenser peut-être un petit peu moins. Donc il faut regarder, rester raisonnable. Et je pense qu'il y a vraiment énormément de domaines. Là, je crois que les choses évoluent plutôt dans le bon sens. Il y a moins, me semble-t-il, d'excès en tout genre. Maintenant, bon, la crise, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la crise qui soit à la base de ça, mais enfin, elle porte un petit peu tout de même ce genre de préoccupation, il me semble, et que c'est bon, de temps en temps, de mettre les gens un peu face à leurs responsabilités aussi, quoi. Sachez que ces conférences-débats sont ouvertes à tous, les Jeux d'hiver continuent, la mairie travaille déjà sur le prochain thème écologique qui sera abordé lors du 29e rendez-vous. Il y a quelques mois, la salle du canton était rebaptisée Espace Léo Ferré. L'hommage rendu au chanteur français qui a grandi en principauté s'est poursuivi tout récemment au Théâtre des Muses où Emmanuel Depoix a interprété des textes et des chansons signés Léo Ferré. Le récit de Patricia Navarro. Le 14 juillet 1993, Léo Ferré s'éteignait, laissant derrière lui un nombre infini de textes et d'albums. 20 ans plus tard, le pays qui l'a vu naître, Monaco, a décidé de lui rendre hommage. Une salle porte désormais son nom. L'Orchestre Philharmonique de Monaco a joué certaines de ses compositions. Et dans le Théâtre des Muses, jeune lieu de culture en principauté, ont pu être entendus récemment ses textes et musiques. Emmanuel Depoix a présenté un spectacle avec lequel il tourne depuis plusieurs années, un spectacle intitulé « Pour tout bagage, on a 20 ans ». Ici, effectivement, à Monaco, c'est particulièrement émouvant parce que c'est un homme qui est très mal aimé, Ferré, qui est très mal connu, qui est très mal médiatisé. Et donc, je l'ai chanté d'abord pour ça. Alors, venir en plus à Monaco, où je ne suis pas très sûr qu'il ait bien sa place qu'il mérite, c'est encore mieux. Voilà, donc oui, parce que c'est son enfance surtout. Et moi, je trouve que tout vient de là, donc... Je dis à un moment donné, quand je le fais parler, et puis il dit, je marchais sur la mer, enfin au bord de la mer avec ma mère, ben c'était là, hein, c'était sur les plages monégasques. Accepte-moi, comme je t'accepte, et demain, je t'aime. Moi j'aime bien raconter des histoires, c'est-à-dire que quand je monte sur scène, en fait c'est tout ce qui me touche, qui m'importe, parce que j'ai l'impression que ça peut toucher les autres. Et Ferré me permet de dire des choses qu'Emmanuel Depoix tout seul ne pourrait pas dire. C'est pour ça qu'il y a des artistes et qu'il y a des grands artistes, presque des génies, parce qu'avec Ferré, on est très proche du génie. Et donc, par les mots et la musique de Léo, Emmanuel Depoix parle aux gens. Dans la salle, au-delà du public conquis, un homme a écouté avec beaucoup d'émotion la prestation d'Emmanuel Depoix. Il s'agit d'André Cheval, l'éclairagiste du Théâtre des Muses. Il a connu personnellement Léo Ferré alors qu'il était éclairagiste dans une salle parisienne. J'ai fait quelques galas après avec lui au Stade de Colombes, au PSU à l'époque, avec Rocard. C'était des galas à titre comme ça, honorifique, mais il ne voulait surtout pas être politique. Jamais. Il disait non, moi je suis anarchiste, je ne suis pas politique, je suis anarchiste. Les bateaux comme les filles, ça fait bien du chichi, mais ce genre de bateau, ça drague pas dans Paris. C'était des gens très simples, qui vivaient normalement, qui étaient sans problème, qui étaient un peu écorchés vifs, mais qui n'étaient pas très médiatiques comme on dit maintenant, mais qui étaient très humains. À la preuve, ils avaient une ferme dans le Lot avec tous les animaux, avec Pépé, avec tout ça. Et l'anecdote, c'est que Bobino avait un relâche le lundi. Et pour pouvoir aller retrouver les animaux plus vite, il avait demandé, il fallait qu'il s'achète une voiture parce que c'était pas pratique d'aller dans le Lot. Et on lui avait conseillé, pas nous, mais ses amis avaient conseillé d'acheter à l'époque une Ferrari parce que ça allait vite. Et il a été acheté une Ferrari. Et quand il est arrivé devant Bobino avec sa Ferrari, l'anarchiste, les gens ont crié au scandale en disant « mais qu'est-ce qu'il nous fait là ?» Alors que c'était uniquement pour aller voir ces animaux dans le Lot, c'était pas pour autre chose. Je connais une grue sur le vieux port avec des dindons comme la fin qui dégrafe tous les marins qu'on aime chagriner le cœur d'or. Dans quelques semaines, Emmanuel Depoix mettra un terme à cette belle aventure et ce spectacle hommage à Léo Ferré qui l'a porté si longtemps.
Le Théâtre des Muses, quant à lui, ne restera pas inoccupé, puisque dès le 13 décembre, Antonia de Rédinger viendra se produire avec son spectacle Travail, famille, poterie. Quand je mourirai, tout sera changé. Et quant au pépé, elles n'auront qu'à se baisser, ou bien qu'à m'en ramasser, à moins que je puisse grimper, ouais. Les fidèles étaient nombreux à participer à la traditionnelle fête de l'Immaculée Conception lundi soir en la cathédrale. La messe a été suivie d'une procession dans les rues du Rocher. Le soleil va-t-il continuer à accompagner ce mois de décembre? Aurons-nous un temps clément ces prochains jours? On fait un point sur vos prévisions météo. Le beau temps sera au rendez-vous mercredi. Jeudi, quelques nuages réapparaîtront, mais ils laisseront pleinement la place au ciel bleu vendredi. Le soleil sera plus hésitant ce week-end, mais le temps devrait rester très agréable. Les températures seront nettement supérieures au normal avec 11 degrés au lever du jour, mercredi et 17 l'après-midi. Il fera 15 degrés au meilleur de la journée jeudi et vendredi. Le mercure affichera entre 11 et 15 degrés également ce week-end. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À suivre votre magazine cinéma consacré au film à l'affiche cette semaine. À très bientôt sur Monaco Info.